Eh bien, bonjour à tous. Merci de revenir pour cette troisième session sur les biens communs. Alors, ne croyez pas que l'Institut d'études avancées de Paris a brusquement rompu avec la tradition de la parité. Voilà, je suis consciente d'être la seule représentante de la gente féminine, non pas autour de la table, mais à la table. Mais vous êtes tous témoins, puisque certains ont assisté aux premières séances, que, en tout cas pour la première séance, c'était le contraire, d'accord? Donc au moins, il y a globalement un équilibre. Voilà, mais enfin, on ne... comment dirais-je, suivant les thématiques, on n'arrive pas toujours à avoir une adéquation totale entre la compétence, le talent et le genre. Alors, je dis bien les trois, hein, attention, je ne dis pas que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai donc le plaisir de vous parler de cette troisième séance, qui est un peu la deuxième partie de ce que nous avons voulu vous proposer comme chemin sur les biens communs, et dont le titre est « Que mettre en commun ?» Parce que les premières séances qui étaient ou bien tragédie des biens communs, on a tous fait un clin d'œil à Harding, ou bien utopie réaliste, je veux dire, ça après tout, tous autour de la table, vous pourriez en parler. Ça a été une présentation générale, comme vous vous souvenez. Ensuite, nous avons regardé l'approche juridique, et en particulier l'approche entreprise avec nos intervenants, l'approche en innovation du droit également, avec en particulier l'intervention de Corinne Lepage sur la Déclaration des droits de l'homme et de l'humanité, etc. Et maintenant, si vous voulez, deuxième session, on rentre dans le concret, si j'ose dire, c'est-à-dire, bon ben voilà, c'est une magnifique théorie, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? Et pour cela, j'ai donc 4 invités. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Dardot. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, vous êtes le roi des biens communs, vous. Je veux dire, vous avez absolument travaillé tout votre parcours universitaire et philosophique, puisque vous êtes philosophe au départ et à l'arrivée, je suppose. En tout cas, c'est ce que reflètent vos écrits. Vous avez publié ou seul ou en commun, si j'ose dire, avec Monsieur Laval et d'autres, de multiples ouvrages, pas seulement sur le bien commun, mais enfin quand même particulièrement. Moi, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu un, qui est celui, nous avons un petit débat de 2015, qui s'appelle « Commun ». Et dans l'introduction, je veux dire, j'ai retenu ces mots, c'est-à-dire que vous parlez de praxis instituante. J'aime bien les mots philosophiques, moi. Voilà. Et en même temps, vous, dans votre conclusion, vous dites que ce n'est pas instituable. Alors, je pense que vous allez nous raconter, mais enfin, l'ensemble de vos travaux, vous êtes en plus un spécialiste du marxisme, je veux dire, parle de l'inappropriabilité. Voilà, je l'ai dit. Et donc, c'est vraiment le cœur, en fait, du bien commun. Et donc, à partir du moment où les choses ne sont pas appropriables, que mettre en commun? Donc, ça serait vraiment aimable à vous de commencer pour resituer. Voilà. Ensuite, nous allons écouter Francis. Francis Jutan alors, il est prospectiviste, figurez-vous, ça j'adore, je trouve ça formidable d'être prospectiviste. Il a été directeur scientifique et directeur adjoint de l'IMT. Il a fait également, il a écrit plusieurs ouvrages. Et là, il va nous parler justement d'une des applications de que mettre en commun, c'est-à-dire en fait la chaire qu'il vient d'instituer à l'IMT,
sur la création des communs de données. Alors en fait, il devait parler en dernier, mais il a une contrainte. Alors ça m'ennuie beaucoup parce qu'il y avait quelque chose quand même, il y avait un fil, parce que quand il parlait en dernier, il introduisait la séance d'après, qui était une séance sur les biens communs de la connaissance. Mais la vie étant la vie, il ne parlera pas en dernier. Ensuite, nous allons vous donner la parole, Angelo Torre. Alors Angelo Torre, vous êtes en fait un ami de la maison. Vous avez été, en l'occurrence, fellow ici, vous avez fait des recherches ici, et vous êtes beaucoup intéressé, vous êtes professeur d'université du Piémont oriental, attention, voilà, oui, j'ai bien compris que c'était absolument pas le même que l'autre. Cloisonné, absolument. Et en l'occurrence, vous avez publié des travaux sur le bien commun. Et d'ailleurs, vous avez travaillé ici sur le bien commun. Et vous avez publié, je suppose que vous nous en parlerez, dans la revue Quaderni Storici, l'ethnographie des communs. Alors, vous l'avez publié en anglais. Moi, j'aurais adoré que vous le publiiez en italien. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, vous allez nous en parler, en revanche, en français. Ce qui est très intéressant, c'est que votre approche est historique et, en même temps, elle est... comment dirais-je, elle s'adresse beaucoup à l'agro-pastoral, etc., qui est quand même un des champs d'investigation des biens communs. Et donc, Charles Benoît Hetzig, vous allez conclure, du coup, puisque vous avez inversé. Alors, vous êtes également un grand spécialiste des biens communs, par plusieurs entrées, si j'ose dire. D'une part, parce que vous avez, en l'occurrence, fondé une institution, presque maintenant, même si c'est sur le statut associatif, qui s'appelle le Rameau. Et le Rameau, en l'occurrence, a publié toutes sortes de travaux sur les biens communs, dont en 2018, sous votre signature, un livre qui s'appelle L'alchimie du bien commun. Donc, voilà. Donc, vous allez nous dire ce que c'est que l'alchimie du bien commun. Par ailleurs, vous aussi, comme Angelo, vous êtes dans le pratique du que mettre en commun, puisque vous réfléchissez en particulier avec des collectivités locales, mais aussi avec des entreprises, et vous allez nous donner des exemples de ce que des citoyens, des entreprises, des collectivités, des groupes finalement, décident de mettre en commun pour finalement casser un peu les codes de la propriété d'une part, ou bien tout simplement des institutions. Donc voilà notre panel aujourd'hui, qui, comme vous le voyez, est un panel très engagé dans la société. Et peut-être, Monsieur Dardot, pouvez-vous commencer en nous donnant l'ampleur du sujet. Les trois autres intervenants auront également quelques slides qu'on pourra suivre donc, en même temps que leurs interventions. À vous. Bon, c'est vrai que la question mérite d'être posée et d'être prise au sérieux, et j'ai tâché de la prendre au sérieux. Que mettre en commun ? C'est une question qui porte sur la détermination de l'objet ou des objets d'une activité, puisque c'est l'activité de mise en commun elle-même. C'est un vieux verbe grec, koinonein, qui signifie justement l'activité de mise en commun. C'est un verbe qui est en particulier très très présent chez Aristote. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la question du que, c'est-à-dire la question de la détermination de l'objet. Dans la mesure où ça semble exclure a priori une sorte d'indifférenciation où on dit tout est à mettre en commun. Bon, il y a des formules qui sont très très célèbres dans l'histoire de l'Église notamment, dans l'histoire de la théologie. L'idée que tout doit être commun à tous, c'est une vieille formule latine qu'on trouve dans la règle de Saint Benoît, qu'on trouve également chez Saint Thomas d'Aquin. Et cette idée-là, ici, elle n'est pas très appropriée, je veux dire, à la tournure de la question. Que faut-il mettre en commun ? Ça impose un type de sélection. Qu'est-ce qu'il faut mettre en commun ? Parce qu'il y a aussi quelque chose de normatif qui est sous-entendu. C'est que faut-il mettre en commun ? Sous-entendu, tout n'est pas à mettre en commun. Il faut déterminer ou décider ce qui est à mettre en commun. Et pour cela, il faut disposer éventuellement de certains critères. En tout cas, c'est une affaire de décision. C'est une affaire, il faut trancher. Et ça n'est pas n'importe quelle question.
Alors c'est d'autant plus important que, me semble-t-il, il y a dans l'histoire de la pensée, de la philosophie, et puis plus récemment de certaines disciplines, une prise au sérieux de cette question-là, la détermination de l'objet ou des objets, qui ne va pas de soi. Je veux dire par là qu'il y a eu de multiples théories, de multiples, comment dirais-je, convocations, de références très très diverses. J'insisterai pas, je me contenterai de faire référence au principal. Et en particulier, il y a une question qui a un rapport très direct avec le problème des biens communs, qui a occupé donc les 2 premières séances. C'est qu'on pourrait peut-être répondre à cette question-là de premier abord, comme ça. Eh bien, justement, ce qu'il faut mettre en commun, ce sont des biens communs. Mais on se trouverait exposé à ce moment-là à un reproche, qui est un reproche de circularité, puisque, en l'occurrence, on répondrait en utilisant le terme qu'il faut déterminer et en disant précisément c'est ce qui est déjà déterminé comme un bien commun ou ce qui est déterminé comme étant un bien commun qui doit être mis en commun. Mais à la limite, ça n'est pas nécessairement justement quelque chose de, comment dirais-je, de défectueux. On pourrait peut-être même se dire que finalement, il y a des choses qui sont des biens communs, mais qui doivent être mises en commun parce qu'elles ne le sont pas, alors même que par nature, elles sont des biens communs. Il y a beaucoup de gens qui se sont essayés d'ailleurs à ce type de raisonnement. Je ferai référence comme ça très rapidement à quelques-uns. Mais je crois que c'est important de signaler ça parce qu'il y a une autre façon de prendre le problème qui est de dire justement, ce qui doit être mis en commun devient par là même, du fait de cette activité, un bien commun. Donc soit le bien commun précède parce que les biens communs sont déjà là par nature et ils n'attendent finalement de l'activité humaine qu'une reconnaissance, soit à l'inverse, on considère que c'est l'activité humaine, l'activité individuelle et surtout collective, qui doit faire en sorte que ces choses-là deviennent des biens communs, ce qui veut dire qu'elles ne le sont pas avant. Voilà. Ça ne préexiste pas à la décision collective. Et c'est la question de l'institution qui a été justement abordée rapidement tout à l'heure, parce que c'est une question assez difficile. Ce qui doit être mis en commun, en un sens, on peut en effet dire, moi je tendrais à répondre de cette manière, doit être institué comme commun. Mais instituer, déjà, le verbe lui-même est assez difficile à cerner, dans la mesure où ce n'est pas simplement une reconnaissance, ça n'est pas simplement ce qu'on appelle parfois une institutionnalisation. Vous savez, quand on institutionnalise quelque chose, on officialise quelque chose qui existait déjà, et on lui reconnaît. Mais là, c'est pas dans ce sens-là que je prends justement le verbe instituer. Pour faire comprendre la nature de la difficulté, je prends, première référence, très très vite, la catégorie de choses communes, les res communes, qui était celle du droit romain, qui sont une catégorie assez difficile parce que les jurisconsultes peinaient à donner des critères positifs permettant de dire voilà, ce sont des choses communes, voilà pourquoi. C'est presque à la limite, c'est une historienne du droit qui a montré ça, à la limite de la catégorie juridique. Et on disait, il y a dans cette catégorie juridique des choses communes, la mer, les rivages de la mer, l'eau courante et l'air. Quant à savoir pourquoi, mais en tout cas, elles étaient considérées comme inappropriables, en effet. Elles étaient retranchées de la sphère du commerce et de l'échange, et elles étaient réservées pour l'usage commun de tous. Voilà, ça c'est la façon dont le droit romain, très rapidement, est amené à statuer sur ce genre de choses, mais ça prend du temps. Hein. C'est le IIIe siècle après Jésus-Christ que ça commence à se formaliser, donc ça n'est pas quelque chose qui s'invente comme ça rapidement. Et puis, il y a eu un renouveau de cette catégorie dans les années 70, on a beaucoup cherché à utiliser la catégorie de patrimoine commun de l'humanité, qui n'est pas tout à fait la même chose que celle des choses communes du droit romain, mais enfin, ça s'en rapproche au point que certains ont pensé justement étendre, pas dilater démesurément, mais étendre quand même le champ de cette notion de choses communes, en incluant dedans un certain nombre de choses, par exemple l'espace extra-atmosphérique, par exemple le génome humain. Voilà, ça fait partie des choses qui ont été désignées. En tout cas, elles se sont désignées elles-mêmes à l'attention de certains comme candidates à cette reconnaissance. Mais là encore, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on est dans une logique qui est une logique de reconnaissance. On reconnaît à certaines choses, justement, des propriétés qui sont telles, ou un rapport aux hommes ou à l'humanité qui sont telles qu'on doit précisément les reconnaître. Bon.
Et puis, il y a une classification, je vais très rapidement, quitte à ce qu'on y revienne ensuite dans la discussion, mais il y a une classification qui est plus proche de nous, qui est la classification presque canonique qui a été élaborée par les économistes, une économie politique américaine des communs, qui est liée à la personne et au nom d'Elinor Ostrom. Et cette économie politique des communs, c'est assez intéressant de le noter, ne se demande pas que faut-il mettre en commun. Vous voyez, c'est là aussi, j'insiste, c'est la raison pour laquelle je suis parti de cette interrogation en la prenant au sérieux, parce que la dimension normative elle n'est pas tout à fait absente, mais disons qu'elle est plutôt sous-jacente et souterraine. Ce qui l'emporte en l'occurrence, c'est plutôt une logique de classification. Et donc on distingue entre différents types de biens selon des critères. On distingue les biens qui sont publics, on distingue les biens qui sont privés, on distingue les biens qui sont communs, on distingue même une quatrième sorte de biens, les biens de club, dont je ne parlerai pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous avez une logique critériologique. On est amené à établir des critères, on croise les critères, et en fonction du croisement des critères, on établit que tel bien appartient aux biens privés ou aux biens étatiques ou aux biens communs. Voilà. Et donc, on dit, bon, pour aller très très vite, les biens publics, c'est quelque chose de non rival et de non exclusif. Exclusif, c'est facile à comprendre. Et rival, ça veut dire que l'utilisation que fait l'un se fait au détriment de celle des autres, et donc la part des autres diminue d'autant. Voilà. Et on croise donc ces critères et on établit que les biens communs, enfin c'est ce que fait Ostrom, sont des biens qui sont tout à la fois non exclusifs et rivaux. Donc il y a un danger en effet d'épuisement de la ressource. Elle le fait à propos de ressources naturelles, de la gestion des ressources naturelles dans un premier temps, parce que dans un deuxième temps, elle va, avec une autre chercheuse américaine, Charlotte Hess, élargir son propos à la sphère de la connaissance. Mais dans un premier temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle considère en effet la gestion d'un certain nombre de ressources, par exemple dans les zones de pêcherie, dans les réseaux d'irrigation, voilà, les pâturages ouverts, voilà, ce sont des objets de prédilection de la théorie d'Ostrom. Et donc là, elle établit cette différence entre, à l'aide de ces deux critères croisés, entre ces quatre types de biens. Et les biens communs sont l'un d'entre eux. Elle ne dit pas, alors ça c'est très important justement, elle ne dit pas, toujours pour répondre, prendre au sérieux la question que faut-il mettre en commun, qu'il faut mettre en commun systématiquement les zones d'irrigation ou les pêcheries ou les pâturages ouverts. Elle prend des exemples, mais elle dit simplement que on n'est pas obligé, dans certaines situations, de sacrifier à la dualité du privé et du public au sens étatique du terme. On peut parfaitement être amené à préférer des formes de gestion collective qui sont, l'histoire l'a montré, tout aussi efficaces. Voilà, c'est ce qu'elle veut montrer. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que elle ne répond pas directement à la question que faut-il mettre en commun. Ça n'est pas au sens le plus littéral du terme, ça n'est pas son propos. Voilà. Et puis il y a, de mon point de vue, alors je ne sais pas si mon collègue sera d'accord, mais il y a une théorie italienne des biens communs que l'on doit rattacher au nom de Stefano Rodotà, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans un festival des biens communs à Chieri, dans la banlieue de Turin, justement. Et là, c'est une théorie qui me semble très intéressante parce que très différente du point de vue de son inspiration. Il semble, à première vue, qu'il y ait un air de parenté avec la tripartition des biens au sens économique du terme tel que je l'ai évoqué. En réalité, le point de départ est totalement différent. Totalement différent. C'est un civiliste, un juriste de droit civil. C'est un spécialiste du droit civil. C'est pas un constitutionnaliste, mais c'est un spécialiste du droit civil. Et il est amené à diriger et impulser des travaux d'une commission qui va porter son nom, on dit la commission Rodotà, justement. Et il est amené à spécifier le statut juridique de ce qu'il propose de reconnaître dans le droit civil italien comme des biens communs, distincts des biens publics au sens étatique et distincts également des biens privés. Donc vous voyez qu'il y a cette idée-là. Bon, quelle est la différence? La différence fondamentale, c'est que son point de départ, ça n'est absolument pas le mode de consommation et de production des biens. En économie, c'est souvent le cas. Lui, ça n'est pas du tout sa démarche. Il part d'une certaine idée de la personne humaine qui est liée à la Déclaration universelle des droits de 1948. Et donc, il envisage la personne humaine à la lumière
de cette déclaration. Il l'envisage toujours dans un contexte social, matériel, etc. Ce n'est pas du tout l'atome égoïste que certains se représentent parfois en droit. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et en revanche, ce qui lui semble fondamental, c'est de déterminer les choses qui sont indispensables à l'exercice par la personne de ses droits fondamentaux. Et il arrive à une définition, là je simplifie, hein, mais il arrive à une définition en disant que les biens communs, ce sont les choses qui sont fonctionnellement utiles à l'exercice par la personne de ses droits fondamentaux et à la satisfaction de ses besoins. La définition que je viens de rappeler comme ça est presque complète, mais c'est une définition qui est assez importante à mes yeux parce que ça établit cette fois-ci une relation directe entre les droits de la personne et les biens communs. Les biens communs deviennent donc directement des choses qui sont déduites des droits de la personne. On commence par reconnaître, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, un droit à l'eau, de préférence potable, et à ce moment-là, on est amené à considérer que le droit à l'eau est un droit fondamental de la personne humaine, et donc on en déduit que l'eau constitue un bien commun. Et je pourrais refaire la même déduction pour tous les autres biens communs, en tout cas ceux qui sont proposés, identifiés comme étant des biens communs. Donc par exemple la santé, il y a justement un droit fondamental de la personne humaine à la santé, donc ça signifie que justement la santé doit être reconnue comme un bien commun. La même chose vaut pour la connaissance. Si je dis que la connaissance est un droit fondamental de la personne humaine, à ce moment-là, il faut que j'arrive à la conclusion, je déduis donc assez logiquement qu'il s'agit là de quelque chose qui relève justement de la catégorie du bien commun, et ainsi de suite. Alors ce qui est très intéressant, pour aller très très vite dans la démarche de Rodota, c'est que ça n'est pas du tout une démarche économiste. Les économistes font en général sur le caractère appropriable ou inappropriable, sur le rapport à la production, au mode de consommation, etc. Là, ce n'est pas du tout son problème, ce n'est pas du tout sa préoccupation. Encore une fois, c'est un civiliste, c'est un juriste de droit civil, et par conséquent, il est vraiment centré sur cette question-là, de savoir s'il ne faudrait pas faire place dans le droit civil à cette notion de bien commun. Je dis simplement que, curieusement, par exemple, dans le projet de constitution du Chili qui a été rejeté, le rechazo qui a été rejeté le 4 septembre 2022, il y avait un paragraphe qui était consacré justement à cette question des droits, mais là, il s'agissait des droits de la nature. Et ce que les juristes, notamment Fernando Atria, avait tenté, c'était dans les paragraphes qui étaient consacrés aux droits de la nature, c'était de faire une transposition analogique, c'est-à-dire d'imaginer que la nature a des droits, comme finalement la personne humaine, et que par conséquent, on doit désigner les biens communs naturels comme étant ceux qui sont indispensables à l'exercice par la nature de ces droits fondamentaux. Vous voyez, et une sorte de, pour dire que la théorie italienne des biens communs a parfois essaimé dans des directions tout à fait inattendues et étranges, mais intéressantes en même temps. Bon, voilà, donc c'est quelque chose de fondamental, d'autant plus que, j'en arrive presque à la fin de mon propos, d'autant plus que ça permet de comprendre que la question que j'ai posée au début ne reçoit pas de réponse a priori, ou en tout cas ne peut pas recevoir, de mon point de vue, de réponse a priori. Je me réfère toujours à un article de Stefano Rodota qui me paraît assez important, dans lequel il dit la théorie des biens communs nous fait sortir de la logique des biens. Et ça, c'est très intéressant. Du bien au sens des biens, au sens, bien sûr, il s'agit de s'entendre. Hein. Les Grecs, par exemple, avaient deux termes. Ils disaient ktésis pour ce qui était susceptible justement d'être échangé dans le commerce. Et puis d'autre part, agathon, qui était le bien au sens éthique et politique. Ce n'était pas du tout la même chose. Donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est l'interrogation aussi sur la notion de bien, la façon dont on aborde cette question-là. Parce que là, vous voyez que les biens sont ramenés à un foyer qui est la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, ce n'est pas du tout la façon habituelle de prendre cette question-là. Et Stefano Rodota ajoutait que ce qui était posé par là, c'était la question de l'organisation démocratique de la société. Pourquoi ? C'est une réponse que je fais vraiment bien de façon très directe, sans réticence aucune. Il disait que qui peut, mieux que la société prise collectivement, identifier, c'est-à-dire décider de ce qui doit être justement institué
par la société elle-même comme bien commun. Et cette notion-là, qui est une notion assez fondamentale, me renvoie à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Castoriadis, qui a beaucoup réfléchi sur cette notion d'auto-institution. L'institution de la société par la société elle-même, l'auto-organisation de la société, qui est seule capable, donc il faut que la société s'organise collectivement pour être capable de trancher la question que faut-il mettre en commun. Donc les experts, il n'est pas question bien sûr de les exclure, mais les experts donc, ont parfaitement droit au chapitre à condition de considérer que ce n'est pas à eux que revient la décision ultime. Ils doivent conseiller, éclairer les citoyens, mais ce n'est pas à eux de prendre la décision. Donc ce n'est pas du tout un encouragement à l'expertocratie de la part de Stefano Rodetta, pas plus d'ailleurs que de la part de Castoriadis, surtout encore moins de la part de Castoriadis. C'est une manière d'indiquer qu'il y a là quelque chose qui doit être pris au sérieux et que c'est incontournable et qu'on ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse a priori donc à la question de savoir que faut-il mettre en commun. On peut prendre des exemples très très simples. On a parlé de l'eau, de la connaissance, etc. Bien sûr, de la santé. Bon, mais l'identification des droits fondamentaux et des biens communs qui découlent de ces droits fondamentaux n'est pas toujours aussi simple. D'abord, souvent, il faut qualifier la chose qui se trouve instituée ou reconnue comme étant un bien commun. Il faut qualifier, il faut dire par exemple le droit à l'eau potable, comme par exemple je l'ai dit, la connaissance, la santé. Bon, pourquoi c'est la santé et pas la connaissance pharmacologique? Bon, il faut donc à chaque fois être amené à discuter, à débattre, et puis à instituer collectivement. Et c'est d'autant plus valable qu'il faut débattre aussi de la question de la relation des droits entre eux. Parce qu'il est assez facile de dire que, enfin facile, non, il faut le faire, mais qu'il y a des droits fondamentaux. Encore faut-il statuer sur la relation des droits entre eux. Et ça n'est pas toujours quelque chose de très facile. Et donc là encore, l'exercice de la délibération collective, puisqu'au cœur de la démocratie, il y a, me semble-t-il, l'exercice de la délibération collective, et même j'ajouterais l'exercice de la délibération collective dans ce qu'elle peut avoir de conflictuel. La dimension conflictuelle de la délibération collective ne doit pas être escamotée, au contraire, elle doit être reconnue. Donc je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'absolument indispensable. Je dirais que la démocratie, comprise comme auto-organisation de la société, est une condition de possibilité de l'identification des biens communs. Et c'est la raison pour laquelle je me refuserais donc à une réponse critériologique qui consisterait à dire voilà, il faut instituer ça, ça, ça. On peut nécessairement, on doit même se risquer à faire des choix, à faire des propositions surtout. Mais on ne peut pas estimer que là, en l'occurrence, la délibération collective puisse être remplacée par une décision des experts ou des hommes politiques, parce qu'en l'occurrence, à cet égard, je suis encore une fois très castoriadicien et je considère qu'il n'y a pas d'expert politique. Voilà. Donc je répondrai de cette manière-là à la question posée sur que peut-on ou doit-on mettre en commun. La question était que mettre en commun. Moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez, sans le savoir, puisque vous n'étiez pas aux deux séances précédentes, repris 2 ou 3 définitions ou 2 ou 3 auteurs que nous avons croisés grâce aux autres intervenants, mais vous les avez remis en perspective d'une vraie thèse, en fait. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que c'est une proposition qui répond à nos intervenants d'il y a, je crois, de la première séance, qui à la fin de la séance nous avait dit mais quelle proposition politique dans tout ça, puisque c'était une présentation d'ordre juridique et je dirais plus générale pour introduire le sujet. Donc merci infiniment. Alors Francis, on va te demander d'illustrer, puisque toi tu as essayé de mettre quelque chose en commun. Et alors, en plus, c'est une mise en commun de l'immatériel, je veux dire, par définition, ce qui, évidemment, est une catégorie à la fois extrêmement ancienne, mais nouvelle, en l'occurrence, à cause du monde des données dans lequel nous vivons.
Et donc, tu as la parole pour illustrer. Bonjour à tous. Je vous prierai d'excuser de temps en temps mes reniflements, j'ai quelques allergies en ce moment. Alors, en fait, ça s'enchaîne très très bien avec ce qui vient d'être dit, puisque effectivement, je vais m'intéresser, en s'appuyant sur cet exemple, sur tout ce qui est les forces, les intérêts, les espaces, les dynamiques, les droits, les conflictualités, parce qu'effectivement, on ne peut pas, je pense, a priori, partir et construire ce que la dynamique des biens communs. Alors, c'est vrai que quand on parle de biens communs, donc effectivement, quand on parle de biens communs, il y a énormément de notions, de concepts, d'acceptions qui sont utilisés. Quand on parle de biens, on a tendance de rapprocher de la propriété, mais c'est pas aussi simple que ça. Et je vois d'ailleurs, pour les données, il y a énormément de débats sur ce que signifie la propriété. Quand on parle de propriété, c'est qui donne le droit de s'approprier. Il y a beaucoup de questions là-dessus, elles ont été évoquées. Il y a ensuite les communautés d'usage de ces biens communs, parce que ce n'est pas parce qu'un bien est commun qu'il y a une seule communauté qui va l'utiliser. On voit apparaître de plus en plus les notions fortes d'interdépendance dans tout cela, de coopération, puisque nous entrons dans une période d'intensification des coopérations et les données numériques y contribuent. Quand on creuse, on va parler d'imaginaire et de valeur, inévitablement. On parle d'externalités positives, négatives. Armand nous a parlé la fois d'avant sur les dommages, hein, qui sont effectivement un éclairage extrêmement intéressant sur la façon dont on va gérer tout ça. Et puis on tombe inévitablement sur les questions d'éthique et de vision. Alors, je dis le transparent suivant, c'est moi. Donc, en fait, on a créé, ça se fait au mois de février dernier, une chaire sur l'économie des communs de données. Donc, c'est à l'Institut Mines Télécom. Et puis, on a fait ça en partenariat avec Numérique, qui est une petite entreprise dans le domaine, et avec des mécènes, parce que c'est une chaire qui sont Orange, L'Oréal, Dassault Systèmes et Société Générale. Donc, avec des vues très, très différentes sur le sujet. On a ensuite mis au point un programme de recherche avec 4 questions de recherche interdisciplinaire. Alors tout d'abord, ces communs de données, on le répète à chaque fois, c'est des communs de données entre guillemets privés ou fermés. Hein. C'est important, vous allez voir pourquoi. Et alors évidemment, les données elles sont théoriquement non rivales. Hein, et puis en plus, on peut effectivement, elles peuvent être extensives, c'est-à-dire mélanger des données au sens large, hein, de données, connaissances. Ces données, elles peuvent en créer d'autres, etc. Donc il y a de grands intérêts à les mettre en commun. Mais cela dit, c'est pas si simple. Il ne suffit pas que tous les garçons du monde décident de mettre en commun leurs données. C'est plus compliqué. Pourquoi ? D'abord parce que pour mettre en commun des choses, il faut quelque part créer une communauté d'intérêts. Et une communauté d'intérêts, eh bien, d'abord, on a des données qui peuvent être sensibles. Je dis données, mais ça peut être des technologies, des savoirs, des connaissances qui peuvent être sensibles. Ensuite, il faut réfléchir à la façon de comment ensemble on va créer de la valeur, quelles ressources on va y mettre. Donc, on s'est rendu compte que très vite, en discutant avec ces entreprises, que cette question de communauté d'intérêt elle-même n'était pas une question simple à résoudre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans un espace, dans un cadre, je vais dire, légal, avec des régulations, des cadres juridiques, notamment au niveau européen, qui évoluent énormément, des contraintes de RSE, de compliance, de la fiscalité. Donc effectivement, quand on se met ensemble, il y aurait même aussi des problèmes de concurrence éventuels à traiter selon la taille des entreprises qui se mettent ensemble. Donc on a un axe de recherche là-dessus qui est très vivant parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses actuellement et on sait bien que sur les données, j'allais dire pas tout est à construire mais beaucoup de choses sont à construire. La troisième chose le troisième axe de recherche, c'est ce qu'on appelle l'économie de la contribution ou de la contribution et du partage, hein, puisque quand on va mettre des données ensemble, quand on va travailler ensemble sur ces données, eh bien quelque part il faut être en mesure de mesurer les apports, dans les données, les apports dans la création de valeur et comment on va partager tout ça. Et donc, en support de la coopération, eh bien, il y a un sujet très important sur l'économie de la contribution et du partage, sur des formes de traçabilité ou d'accord, sur la façon dont on va partager et gouverner tout cela. Et puis enfin, on pense que effectivement ces communs vont se développer,
dans les entreprises. Et donc, il va y avoir un impact écosystémique pour les entreprises, écosystémique et social, puisque effectivement, quand on met des choses en commun, on augmente le volume des interdépendances, l'importance des interdépendances, les chocs éventuels de gouvernance, l'implication des parties prenantes et pour Armand qui est là, je dirais le bien gérer des entreprises, puisque c'est un souci de plus en plus important et Armand a écrit de très belles choses sur le sujet. Armand Huetschel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on est parti, excusez-moi, on est parti à travailler à cela sous forme d'ateliers, de cas pour comprendre ce qui s'y joue. Aujourd'hui, cette question des communs se situe dans un contexte, et là on va aller petit à petit vers la prospective, dont on salue la présence du président des prospectivistes dans la salle. On a un contexte de confluence temporelle qui est assez historique. Historique pourquoi? Parce que effectivement, on est dans une grande métamorphose, la métamorphose numérique, où la transformation informationnelle, cognitive, la création d'infrastructures essentielles, les partages de ressources de ces infrastructures font qu'on est dans un moment de transformation, de métamorphose très profonde du numérique. Mais ça se passe à un moment où on est quelque part rattrapé par la métamorphose précédente, qui était la métamorphose industrielle, et de ce surdéveloppement industriel, avec énormément de menaces que je ne vais pas décrire, parce que vous les connaissez par cœur, climat, ressources, diversité. Donc on a cette confluence des deux, et aussi, puisque finalement le capitalisme s'était développé énormément avec cette ère industrielle, eh bien on a un modèle de capitaliste qui, dans ce cadre, est à faire face à plusieurs impasses. La compétition est destructive, c'est la nature même de ce développement industriel pour l'essentiel, alors qu'il y a effectivement des ressources qu'il faut savoir partager. On arrive aux limites d'un certain nombre d'optimisations. Vous connaissez tous le signe noir, etc. Comment est-ce qu'on peut, avec un grain de sable, peut dégrader énormément ces optimisations? Le numérique a été à l'origine d'un mouvement d'open source et de partage qui est aussi extrêmement important. On a une fuite en avant financière qui s'est accélérée dans ces 40 dernières années, avec ce décollage entre l'économie financière et l'économie réelle. On a cette recherche de rendement qui est toujours plus important, et cette notion d'enrichissement sans limite. Il y a une décompensation qui s'est faite là-dessus. Donc on a ces trois choses sur lesquelles il faut travailler. Alors, puisque je suis présenté comme étant un des prospectivistes, il y a en France beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, on a besoin, dans des sujets aussi complexes, puisqu'on voit bien qu'on bute sur des définitions a priori. On peut esquisser, on peut avoir des éléments, mais c'est très complexe que ça mélange toute l'évolution de la société. Donc, on a ce que nous dit la prospective, c'est qu'on a effectivement, eh bien, comme tout bon prospectiviste, on puise dans l'histoire, on explore, on interprète l'histoire avec les structures, les comportements, l'histoire des technologies, de l'évolution des ressources. On a aussi à prendre en compte dans tout cela cet inconscient collectif avec ses différents moteurs et l'hubris, c'est-à-dire que cherche-t-on, que cherchent les humains individuellement ou par groupe, avec les problèmes de sécurité, de pouvoir, de reconnaissance. Donc tout ça aussi est à l'œuvre dans tout cela. Effectivement, on se pose des questions sur l'avenir, le dessein humain, avec ses intérêts collectifs et avec des mots comme l'éthique, la valeur, les prises de conscience. Et puis, il y a cette projection sur ce que vont nous apporter à la fois les capacités du numérique et les nécessités de gérer la planète. Et là, on a effectivement au travail des aspects d'imaginaire, des modèles, des capacités de bifurcation, et il faut effectivement prendre tout cela en compte. Alors, je vais essayer de reconverger sur les communs de données et les biens communs pour dire que finalement, on a un problème. Ah oui, pardon. Merci. Ah oui, vous n'aviez pas ça. C'est dommage. Vous étiez suspendu à mes lèvres. Alors,
on a ce problème de commun. On a effectivement un problème profond de superstructure. Quand on regarde une communauté d'intérêts, il faut saisir qu'on n'a pas de choses en commun, on n'a pas de biens communs sans communauté. Et donc, il faut effectivement regarder comment ces communautés agissent. Et on n'a pas disons, de gestion sans alignement d'un certain nombre d'intérêts. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que s'inscrire dans un cadre légal pour aller vite, on a des interactions entre communautés et on a des divergences sur ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas quelque chose de défini. L'intérêt général, on en a presque autant de versions que de communautés sur l'intérêt général. Si on regarde l'économie de la contribution et du partage, il faut effectivement prendre en compte ce développement et cet entretien de ces biens communs, alors soit de communs fermés, comme on dit, ou des biens communs dont vous avez tous parlé. On a ces notions d'usage juste et respectueuse qui vont quelque part faire des références à des valeurs, un système de valeurs. Et on a aussi cette intégration des externalités négatives avec la notion de péril qu'avait développé Armand. Donc tout ça, c'est pas uniquement j'ai de l'eau, j'ai une ressource en eau, j'ai une ressource en air, etc. Comment techniquement je vais faire, mais on se heurte effectivement à comment vont évoluer les superstructures de notre société pour prendre en compte ces problématiques. Et du point de vue de l'impact écosystémique, il y a ces modalités d'interaction, d'organisation des interdépendances, qui est effectivement, alors on peut appeler ça la démocratie quand c'est politique, mais il faut aussi le traiter au niveau économique et social. Un gros problème effectivement est la synchronisation des actions futures, puisqu'on a effectivement sur des dimensions, on a des dimensions, et je pense qu'il faut le comprendre dans tout ce qui est bien commun, de différentes échelles. Il y a du très petit, il y a du très grand, et on sait que pour le très grand, eh bien, il faut trouver des actions futures. C'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec les COP. Et petit à petit, de comprendre comment cette prise en compte de ces biens communs vont modifier des fondamentaux, vont redistribuer des espaces d'acteurs, puisqu'on peut avoir des pans économiques entiers qui vont disparaître, et leur communauté d'intérêts qui vont évoluer au fur et à mesure qu'on va prendre en compte, s'attaquer à ce problème. Donc, si j'arrive pas loin de la conclusion, c'est que cette construction il faut regarder petit à petit à construire, c'est-à-dire les biens communs, ce n'est pas une définition pour moi, c'est une dynamique à construire. Avec des composantes, des développements de vision, de méthodes communes. J'ai mis en exergue une citation de Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup, qui est « Pour être plus, il faut s'unir. Pour s'unir, il faut partager. Et pour partager, il faut une vision. » Il n'a pas dit une vision commune. Il faut une vision et que ces visions soient suffisamment, j'allais dire, puissent être dépendantes et cohérentes. Donc, un bien commun, en fait, un bien devient commun s'il acquiert une vision collective, une valeur collective, pardon. C'est-à-dire que s'il correspond au développement d'une valeur. On ne peut pas isoler ces biens communs, ce n'est pas uniquement des aspects juridiques qui vont traduire tout cela, un jour ou l'autre, mais effectivement, il faut regarder comment les aspects de valeur vont. Par exemple, la valeur de la nature, on peut très bien, d'autres personnes peuvent dire, eh bien moi, je m'en fiche un peu entre guillemets, de la nature, là c'est des intérêts court-long terme. On voit bien qu'il faut effectivement œuvrer à ce que cette valeur collective se construise. Et cette valeur, elle est à la rencontre de deux choses. Effectivement, une approche, j'allais dire, plus technique sur les infrastructures, avec les problèmes physiques, les problèmes systémiques qui sont à prendre en compte. Et donc c'est important et c'est inévitable parce qu'il faut là-dessus de l'expertise, des solutions, de l'observation, de la science, des technologies. Et aussi cette rencontre entre infrastructure et superstructure, c'est-à-dire la construction des imaginaires. On arrivera à transformer, à répondre à un certain nombre de problèmes que si on construit les imaginaires qui y correspondent. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, ce qu'on observe de tous les jours. J'ai vu une fois où je voulais acheter des avocats dans
le fruit. Des avocats dans un supermarché, et je regardais pour savoir s'il était mûr, puis j'ai entendu une petite voix qui était à côté avec sa maman qui disait « mais ils sont venus en avion, il ne faut pas en acheter ». Ça veut dire que petit à petit, effectivement, cet imaginaire, juste ou pas d'ailleurs, se construit. Donc, et j'en viens aussi à un terme qui est aussi cher à Ramon, c'est cette rencontre, cette construction d'imaginaire, ça résulte d'une construction collective et créatrice. Puisque, et le mot créateur est, je pense, important, parce qu'on ne peut pas travailler sur les biens communs uniquement en défense. Il faut travailler en création, en innovation pour trouver un certain nombre de solutions. Alors, je comprends que certains disent qu'il faut défendre, il y a des zones à défendre, mais il faut aussi, je pense, être plus collectif et plus créateur sur le sujet. Pour fondamentalement, il y a une composition entre ces intérêts individuels et la gestion éthique des impacts. Moi, j'ai une définition de l'éthique qui est un peu trop simpliste, mais qui est simplement éthique, c'est de prendre en compte les décisions qu'on prend sur l'évolution, sur l'avenir. Et c'est effectivement quelque chose qu'il faut développer, ce qui n'est pas simple, parce que si on a une société qui est mise en cause par des contraintes de gestion éthique, ben on va se défendre jusque-là. Et il faut comprendre aussi qu'il faut trouver des issues qui permettent à chacun d'évoluer sur ces chemins. Donc on a des intérêts, quand je dis individuels, puisque en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de solutions pour faire face à nos transitions écologiques. On a aussi pas mal de solutions dans le domaine du numérique et on voit que ce n'est pas toujours ce qui se fait. Et si ça ne se fait pas, c'est quelque part, il y a une forme d'inconscient collectif qui agit contre pour des raisons, tout simplement. Ça peut être de la méconnaissance, ça peut être du plaisir, ça peut être aussi de l'intérêt. Et le troisième point, c'est effectivement être capable de gérer les horizons d'action et de transformation. Je prendrai un exemple. Qui ne ferait probablement pas l'humanité, si peut-être, mais pas l'unanimité, c'est de dire que aujourd'hui en France, on se focalise sur le carbone. Et c'est notre façon de dire, il faut faire quelque chose, on travaille sur le carbone. Ce n'est pas un mauvais combat, mais l'impact sur l'évolution de climat, etc., du carbone, il ne dépend pas de la France. On aura notre contribution, on essaye que tout le monde en ait. Alors que les probabilités que tout le carbone disponible soit envoyé en l'air, parce que simplement il y a du développement, il y a des besoins, elle est quand même pas nulle. Ça veut dire aussi qu'il faut se préparer aux problèmes d'adaptation. Le comité 21 est très impliqué là-dessus. Ça veut dire qu'il faut aussi donc réfléchir à tout ça dans les termes de l'action. Et c'est vrai sur les ressources également. Donc, il faut regarder cette gestion des horizons d'action et de transformation et aussi les dommages ou efforts qu'ils impliquent. Puisque on sait que travailler, si on se met d'accord sur un certain nombre d'horizons, que ça va avoir effectivement des impacts positifs pour certains, mais négatifs pour d'autres. On sait aussi qu'il y aura des dommages à traiter et donc il est important là aussi de trouver les bons modèles historiques, ce qu'a proposé Armand pour gérer ces dommages. Donc, et je terminerai par là. En fait, c'est intéressant de voir comment un certain nombre de problèmes sont en train d'interagir. On se pose la question des biens communs. Dans cette chaire, on a parlé de communs de données, qui sont des communs privés d'usage, et sachant que les données, quelque part, impliquent en fait beaucoup d'autres choses que les simples données, donc c'est commun. Et on sait que les entreprises évoluent. Il y a eu donc, là encore, excuse-moi Armand, il va finir par rougir d'être à l'origine la raison d'être des entreprises, qui n'est pas une simple cosmétique. Et quelque part aussi, le développement des missions est extrêmement intéressant parce que les missions, c'est des prises de position, des engagements d'une entreprise. Et elle dit, grosso modo, moi, je m'engage à, et elle va travailler avec des parties prenantes et elle va essayer d'avoir
des mesures un peu objectives sur ces engagements et la tenue de ces engagements. Mais en fait, on ne peut pas travailler entreprise par entreprise. On a des interdépendances qui sont très fortes. Donc, il faut trouver aussi les outils, j'allais dire les algorithmes, les outils et les méthodes de cette interdépendance. Et petit à petit, il faut voir comment des biens communs, il faut voir les communs d'usage qui vont puiser ou alimenter. Et il faut voir comment chacune des entreprises, dans ce cadre-là, va pouvoir se positionner dans ses approches raison d'être et mission. Donc, je crois que j'ai conscience de ne pas avoir apporté de solution précise, technique, mais on est en train on y travaille, et qu'effectivement, on ne peut pas isoler les problèmes, les grands biens communs d'un autre côté, et puis la vie de la société, et en s'appuyant aussi sur le potentiel de coopération qui est en train de se développer. Je vous remercie. Ça va? Oui, oui, ça va. J'ai juste une précision à te demander, puisque je sais que malheureusement tu dois nous quitter. Dans cette chaire, est-ce que vous travaillez par champ de données? Autrement dit, est-ce que vous avez pris des données de santé, des données de territoire, des données... Voilà, c'est la question que je voudrais poser pour me rendre compte de ce sur quoi vous travaillez. Alors, c'est une chaire de recherche. Ça veut dire qu'on ne se lance pas dans la création effective et le développement d'un commun. Entre des partenaires qui sont dans des secteurs très différents, on essaye en fait de comprendre les problématiques qui se posent quand des entreprises veulent mettre des données en commun. Alors, évidemment, dans les données, il y a des choses... En fait, c'est dans tous les secteurs. Oui, il y a des paramètres, effectivement. Les problèmes, par exemple, de sécurité, de données personnelles peuvent être plus ou moins forts selon les secteurs. Mais on se place plutôt du point de vue de l'intérêt des entreprises. D'accord. Merci. Alors, Angelo, vous avez été introduit par Pierre Dardot. Vous avez donc une responsabilité, non seulement celle qui est la vôtre de chercheur, etc., mais... Oui, ça doit être ça, je pense, oui. Voilà. Donc, je disais, vous avez non seulement votre responsabilité de chercheur et d'auteur, mais vous avez la responsabilité de représenter votre pays, du coup, hein, je dirais, avec ce qu'a dit Pierre Dardot. Voilà, donc à vous. Ce sont les sources italiennes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous infliger mon français, mais c'est l'IA qui a décidé. Alors, ma question est très différente, je crois, des deux questions précédentes. Bien que je suis un admirateur de Pierre Dardot, je crois qu'on partage une vision praxéologique des communs qui est, d'après moi, fondamentale. Mais le problème auquel je voudrais, sinon répondre, au moins dire quelque chose, c'est que mettait-il en commun? L'expérience historique de mettre en commun. Et pour cela, j'utilise un champ d'étude que c'est le champ des communons, c'est-à-dire de terres communes de l'agriculture ancienne. Et bon, je vais parler de ça, et je vais dire que, bon, il y a eu énormément de difficultés pour l'étude des communaux, ce n'est pas évident, et que maintenant, d'après moi, il y a 2 ou 3 perspectives qui permettent une étude non téléologique des communaux. Parce que le problème est que énormément de gens ont étudié les communaux, c'est un problème politique, c'est un problème historique, etc. Mais avec des perspectives qui étaient et qui sont extérieures aux communes, aux biens communs eux-mêmes. Les biens communaux, en fait. Oui, non, mais le communaux, c'est une espèce de bien commun.
historiquement, c'est la plus connue. Mais on a étudié les communaux à partir d'une idée de communauté paysanne primitive, égalitaire, etc. Et Karl Marx, mais l'école historique juridique allemande a donné des élaborations très importantes. De l'autre côté, on a comment dire, répondu en étudiant, en soulignant les aspects de solidarité des communaux, et c'est surtout les sciences sociales anglaises et l'historiographie anglaise qui a souligné ça à la fin du 19e, début du 20e siècle. Le Richard Tony, mais les frères Hammonds et les frères Webb ont fait des contributions, ont donné des contributions remarquables. Et dans le XXe siècle, je dirais que c'est surtout, c'est pas tant les historiens quand les sciences sociales qui ont étudié les communaux. Et c'est en effet le mérite paradoxal d'un article de Garrett Hardin en 1968 qui a redonné au problème de commun et des communaux surtout une valeur provocateur. C'est-à-dire que Garrett Hardin disait que les commons, les communaux, sont une tragédie. C'est une tragédie parce que c'est impossible une gestion. C'est impossible de gérer collectivement des ressources. Et comme Pierre Dardot vient d'en parler, c'est en réaction à cet pessimisme philosophique, mais économique, je dirais aussi, que les nouvelles interprétations de communaux, ils n'utilisent pas le terme communaux, mais ils utilisent le terme de common pool resources, c'est-à-dire de mettre en commun, non, de quelque chose qui est mis en commun. Et ça a donné, de la part des politologues, Elinor Ostrom et son mari, ils étaient en effet des politologues, ils avaient commencé à étudier les communaux urbains aux États-Unis dans les années 50, hein, et ils ont créé une école formidable à Indiana, non, je crois, Indiana. Et alors, ils ont essayé d'étudier les communaux en tant que pool de ressources communes qu'on peut envisager d'une façon interdisciplinaire. Et en effet, aujourd'hui, il y a énormément de monde qui étudie ça, et il y a une revue, l'International Journal of Common Studies, qui est très, très intéressante revue, où il est très difficile de comprendre quelle est la discipline, quel est le point de vue duquel on parle. Et alors, ça marche. Alors les historiens ont malheureusement partagé cet téléologisme et ont donné des lectures très partielles. Même Marc Bloch, qui est le plus grand historien du XXe siècle, lorsqu'il, dans son grand livre inoubliable sur le caractère original de l'histoire rurale, parle de communaux, il parle en effet d'un épisode de l'histoire des communaux, c'est-à-dire lorsque dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a on dirait un groupe, une clique, non, qui est très intéressée et très combattante sur la destruction ou la déstructuration des communaux. Mais c'est un épisode. Et la même chose, on peut dire à propos des historiens anglais qui ont mené des recherches absolument extraordinaires. Peut-être ils n'ont pas beaucoup de sources, mais ils ont des problèmes. Ça c'est très important. Et
je veux signaler ici l'étude de Robert Allen, Enclosures and the Human, parce que cette étude de 92 non, donne une démonstration décisive sur le fait que l'abolition des communaux n'a rien à voir avec la productivité agraire. Et c'est une démonstration impeccable. Ça ne change rien. C'est-à-dire que le problème de l'élimination de communaux en Angleterre, c'est un problème de pouvoir. Et c'est ça. Et maintenant, cette approche a donné un grand livre d'Alan Greer sur la dépossession dans le Nouveau Monde, qui essaie de comparer les trois différents empires. Mais même, par exemple, en France, Nadine Billier, qui a fait des études vraiment remarquables, mais le problème qui l'interpelle, c'est la fin des communaux. Ce ne sont pas les communaux en tant que tels. C'est-à-dire comment ça fonctionnait. Et maintenant, les historiens qui suivent les Ostrom, comme Tine de Moore, parlent en effet de communaux qui permettent une résilience. Et c'est à nouveau, c'est quelque chose que n'est pas strictement lié à l'existence même réelle, si je peux mettre des guillemets, des communaux. La seule exception que je connais, franchement, c'est celle de Edward Palmer Thompson, qui a étudié la coutume et a vu la coutume comme une interface du droit, c'est-à-dire qui a utilisé une approche juridique sensolato, je veux dire. Il n'était pas un juriste, il ne connaissait absolument, je crois, rien, strictement rien, mais il a utilisé la dimension, il a vu que dans la discussion sur le communaux, il y a une dimension de droit. Et ça, c'est très important. Il l'a fait dans un livre inoubliable qui est Whigs and Hunters. C'était 1976. Et il l'a bâti dans ce livre de Customs in Common en 89. Alors, l'espoir. L'espoir est que, exactement, cette dimension juridique dans l'histoire, ce n'est pas le droit au sens étroit. C'est ça. Mais c'est la dimension juridique. Et de l'autre part, il y avait une nouvelle discipline qui est l'écologie historique britannique, parce que les Américains font des trucs absolument différents. Et ensuite, j'espère, une approche spatiale aux communaux, parce que d'habitude, on prend cette catégorie comme quelque chose qui est dans l'air, non, en l'air. Et une de mes propositions est de spatialiser les communaux. Alors, je ne vous dis pas tout ça, non, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières 30 années du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu une redécouverte du droit commun. Pourquoi ça c'est si important? Parce que pendant tout le 19e et le 20e siècle, les historiens qui s'occupaient de droit confondaient, non, je peux dire confondaient le droit avec la loi. Et il y a eu énormément d'historiens allemands, italiens, beaucoup d'Italiens en effet, beaucoup d'Ibériques, soit d'Espagne côté Portugal, qui ont souligné le fait qu'il y avait comme on dit, une jurisprudence, et que cette jurisprudence se développait dans les tribunaux. Et c'était une science du commentaire juridique qui a produit
veux dire, vraiment des grandes conquêtes, excusez-moi, conquêtes intellectuelles. La plupart des matériaux des bibliothèques anciennes étaient des bibliothèques de droit. Et c'était des livres de concilia, de commentaires. Et on l'avait oublié. Et il y a eu des gens, Paolo Grossi par exemple, qui est la troisième ligne, qui a été un très grand juriste, conservateur, mais qui est responsable de la nouvelle loi sur les communaux italiennes, qui est très avancée, peut-être trop avancée, mais on peut en parler. Alors, pourquoi ça, c'est si important? C'est important parce que tandis que les économistes et les politologues parlent surtout de management, de gestion des communaux, à travers cette approche, on voit surtout les conflits sur le communaux. Et on s'aperçoit que le terrain de communaux est un terrain conflictuel. Et on ne peut pas ignorer ça. Et je pense avec Pierre Darto que le problème de communaux, c'est un problème d'institution, mais que l'institution passe à travers la. C'est le conflit qui institue. Hein? OK. Je passe. Alors ici, il y a des livres que je viens de. Mais je tiens particulièrement à vous parler 5 minutes, parce que j'ai 5 minutes par chapitre, de l'écologie historique britannique. Et je dis britannique parce que c'est un homme, c'est un botaniste qui s'appelait Oliver Rackham, et qui a écrit un livre remarquable dont le titre est Ancient Woodland, la forêt antique, la forêt ancienne. Il était un botaniste et il aimait faire les portraits des arbres, comme vous voyez dans les 4 groupes. La gauche, c'est le portrait de l'arbre, non? Et il avait constaté que c'est très difficile, presque impossible, de trouver d'arbres naturels. Et que les arbres ont des formes et qu'il y a des techniques et des savoirs qui sont capables de donner de la forme aux arbres. Alors, vous voyez ici, vous avez l'arbre A, B, C, D, non? C'est pareil. Il y a l'arbre, il y a on coupe l'arbre, on élague l'arbre, non? Et ensuite, une année après, il y a une nouvelle forme d'arbre. Non? Et les différentes techniques produisent différentes formes d'arbres. On pense, et c'est très important d'un point de vue agronomique, parce que changer la forme de l'arbre change la quantité de lumière, et change la fonction chlorophyllienne, et change la quantité d'herbage. Et pour l'utilisation des communaux traditionnels, la production d'herbe était un aspect fondamental. Ce que je veux dire ici est qu'il y a un aspect technologique, soit de conditions technologiques, c'est-à-dire que les communaux étaient indispensables pour l'agriculture et même les ennemis le reconnaissent. C'est impossible de ne pas reconnaître ça, mais il y avait des savoirs et des techniques pour, comment dire, se confronter avec non? Alors, c'est pas, on le voit, on peut voir ça. Ça, c'est le livre de Rackham. Mais ça, c'est Giovanni Bellini, qu'on peut voir au Jacquemart maintenant. Et vous voyez cet arbre. Cet arbre a été élagué, entêté. Il y a des différents termes techniques que je connais très mal en français. Je le connais en italien, mais c'est un peu inutile. Et ça, c'est Giorgione la tempête. Vous voyez là-bas des arbres qui ont été étêtés.
il me semble qu'on dit. C'est ça. Et la peinture de la Renaissance, en général, nous donne des témoignages directs, je dirais, de cette technique. Alors, c'est évident que ça donne une dimension, si vous voulez, économique, en général, je veux dire. Non? On faisait ça parce qu'on avait besoin de lumière. Et la lumière, et on avait, ça c'est un corps du problème, mais l'autre, c'est qu'on avait besoin d'avoir de feuillage à la hauteur de la tête des animaux. Et si vous allez voir, il y a des techniques, non, la A et la B, qui produisent des feuillages à la hauteur de la tête de l'animal. Alors, ça, c'est une microécologie historique, si vous voulez, parce qu'on peut évidemment construire l'histoire de forêts, de forêts spécifiques. Et en effet, ce qu'on a essayé de faire, ici c'est un diagramme qui va en fond droite 1852 jusqu'à en haut gauche, c'est 1999 ou quelque chose comme ça. Et on peut reconstruire le versant d'une montagne et voir à travers la cartographie historique, à travers, par exemple, l'administration italienne des forêts a des archives photographiques extraordinaires parce qu'ils, tous les 20 ans, 30 ans, font la photographie, photographent les versants des montagnes dans leur prérogative. Et on peut reconstruire ça. Et on voit, par exemple, que en 1900, cette montagne était un pâturage, les derniers fiches, et a traversé une phase d'un siècle où a été un pâturage avec arbres, ce qui est bon, et ensuite l'abandonnement après la Deuxième Guerre mondiale a produit une forêt, comment dire, secondaire, inutile et très, très, très... OK. La dernière chose que je voudrais dire, c'est l'approche spatiale. Et c'est quelque chose que les historiens ont abordé depuis 20 ans, pas plus. C'est-à-dire qu'il faut spatialiser les objets qu'on étudie. Et si on étudie les communaux, on trouve une dimension très spécifique, c'est-à-dire qu'on trouve le protagonisme, on trouve des acteurs qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire on trouve des hameaux. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un hameau, mais un hameau, c'est un possesseur des communaux. Et j'ai été absolument frappé par le fait que la France a un patrimoine de biens communaux qui ne sont pas de biens de municipalité, mais sont de biens de sections de communes. L'Italie aussi, les biens en Italie on les appelle frazioni, les frazioni, ils sont propriétaires. Mais les chiffres de ces biens sectionnants sont extraordinaires parce que officiellement il s'agit de 33 000 biens sectionnants, c'est-à-dire un par commune, plus ou moins, mais les associations de biens sectionnants disent qu'il s'agit de 100 000 biens sectionnants, c'est-à-dire que chaque commune a au moins 3 biens sectionnants. C'est une donnée absolument extraordinaire, très, très importante. Et alors, ce que je veux dire, c'est que à travers les conflits, on trouve de nouveaux protagonistes spatialisés qui sont les hameaux et qui gèrent et qui connaissent ces techniques
de management, non, Ma question, c'est jusqu'à quand, oui? Ça existe encore maintenant en France? Oui, ça existe. Oui. Il y a Paul Couturier qui travaille, je crois, à Clermont, a fait des travaux très intéressants sur ce type. Mais il me semble, mais je suis très ignorant sur ça et vous en savez beaucoup plus que moi. Il me semble que Clermont-Ferrand, il y a énormément de gens qui étudient. Il y avait un géographe qui s'appelait Fell, Albert, il me semble, qui a étudié, évidemment parce qu'il y a un peuplement que j'appellerais fragmenté. Les géographes n'utilisent pas cette terminologie. Ils ne voient pas ça parce que pour voir ça, il faut établir une relation entre l'espace du village et les différentes sections du village. Et ça, les géographes n'aiment pas le faire, sinon pour certaines régions, en tout cas. C'est un travail à faire. Ça, c'est vraiment un travail à faire. Et je m'arrête. Eh bien, on vous écouterait, on remonterait dans le temps et en plus on se prolonge vers le futur. Donc on vous écouterait très longtemps. Merci beaucoup. En fait, ça répond très bien à la question quel bien commun? Voilà, il y a des biens communs qui sont par conséquent les sectionaux. Et ça, moi, j'avoue, je m'excuse que je ne connaissais pas. Mais je connais un peu le sujet, mais je suis manifestement pas spécialiste. Mais c'est très passionnant. Merci beaucoup, Angelo, et pardon de vous avoir fait parler un français qui est quand même remarquable. Donc, finalement, on regrette pas. Voilà. Voilà. Et je vais passer la parole à notre dernier intervenant, Charles Benoît Hetze, qui lui, bien qu'on ait interverti deux intervenants, va justement, je crois, nous offrir des perspectives, certes théoriques, parce que, comme je l'ai dit, il a beaucoup travaillé là-dessus, mais vraiment avec des exemples précis qui vont nous permettre de dire qu'on peut mettre en commun un certain nombre d'actions, de réalisations, de créations, en particulier, effectivement, au niveau local. Charles Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est très impressionnant pour moi, praticien, d'intervenir après non seulement cette table ronde de sachants vraiment émérites, mais en plus dans cette troisième session où nous avons entendu finalement une connaissance des communs qui est assez impressionnante. Alors mon point de vue de praticien va être un peu plus pratique, c'est le cas de le dire, et peut-être de commencer par de quel point de vue je me situe. Depuis 2006, le Rameau que j'ai créé à l'époque est un laboratoire de recherche empirique. On a volontairement utilisé cette terminologie un peu provocatrice qui est dédiée aux alliances au service du bien commun. Pourquoi une terminologie un peu provocatrice? Parce que notre vocation n'est pas une recherche académique, mais de pouvoir éclairer ce que nous dit notre action collective sans que nous sachions la voir, voire même la programmer ou la mettre en conscientisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment au fondement du Rameau, qui est toujours au fondement du Rameau, c'est que faisons-nous que nous n'avons pas conscience que nous faisons. Et quand je dis nous, c'est bien évidemment un angle qui est peu observé aujourd'hui, qui est celui des organisations publiques et privées. Et ça, c'est un point très important parce qu'on parle beaucoup du pouvoir d'agir des personnes, on parle beaucoup des systèmes politiques, on parle beaucoup des organisations dans leur logique organisationnelle, mais peu dans l'action. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir dans l'action qu'est-ce qui se passe. Avec une conviction profonde dès le départ, c'est que ces alliances entre acteurs de mondes différents, collectivités territoriales, associations, entreprises, acteurs académiques, services de l'État, sont un réel révélateur de notre capacité à réussir la transformation de ce début du XXe siècle et quelque part porteur donc d'un espoir,
puisque si on regarde chacun d'entre eux individuellement, on ne peut désespérer de notre capacité à nous transformer, mais si nous voyons ce que nous sommes capables de faire sans même le conscientiser, alors peut-être que ce pari de la confiance sera vraiment un élément qui nous donnera envie finalement de reconquérir ce 21e siècle dont parfois on peut avoir peur de voir comment nous l'appréhendons. Et le dernier point, qui est un point de constat qui est très important pour nous, c'est que les mots sont un pharmacon. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois un remède et un poison. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'un des plus vieux livres du monde, si on est très observateur, on voit que dans la Genèse, ça commence par Babel, et que dans un cheminement qui est censé retracer 4000 ans d'un peuple, ça finit par la Pentecôte. C'est sans doute pas un hasard si les mots commencent par nous diviser avant de pouvoir nous rassembler. Et ça, cet élément, finalement, comment est-ce que l'action que nous menons, sans même la conscientiser, nous apporte cette logique? Alors, pour montrer la puissance de cette question de sémantique dans la capacité de dialogue, j'ai voulu redonner l'exemple de l'intérêt général. En 2010, nous avons été voir le président du Conseil économique, social et environnemental de l'époque, Jacques Dermagne, en lui disant « Il nous semble important d'avoir une réflexion collective sur cette mutation de l'intérêt général. » Et le président Dermagne nous a donné 2 conseils que nous avons suivis. Ne commencez pas par l'institution. Et deuxième conseil, prenez le juste temps. Et le juste temps, ça a été en 2014, où nous avons lancé cette réflexion qui nous a permis en 2015, vous savez qu'en 2015, il s'est passé 3 événements fondamentaux successivement. En juin 2015, une révolution culturelle, puisque le pape François publie Laudato Si, réconciliation entre l'homme et la nature, en choisissant l'une des 3 versions justement de la Genèse qui montre que ça peut être concilié et que ça doit être concilié. 3 mois après, les 193 pays des Nations Unies signent, pour une première dans l'humanité, l'agenda 2030, un agenda systémique de tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires, qui est vraiment un agenda. C'est-à-dire pas un processus, pas une intention, des objectifs avec une temporalité qui est 2030. Et puis, 3 mois après, alors ça, tout le monde a retenu, parce que comme c'est en France, on n'a retenu que ça, hein, c'est l'application, la première application de l'agenda 2030, qui est l'accord de Paris, bien évidemment, qui se signe 3 mois après. Et c'est vraiment intéressant parce que ces 3 dimensions-là correspondent à 3 dimensions, selon nous, de l'intérêt général qui, nous avons très vite, bien évidemment, renoncé à essayer de définir l'intérêt général. En revanche, le groupe de travail qui a travaillé sur ces sujets-là, très vite, on a défini les principes actifs pour pouvoir l'activer. De quelle vision parlons-nous? Dans quel cadre d'action? Pour quel cadre de gestion? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que, immédiatement, ça devient activable. Parce que chacun d'entre nous va être plutôt sensible à l'une de ces dimensions. Alors, si on l'applique, finalement, à notre pratique commune de l'agenda 2030, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ça nous permet d'avoir un continuum d'un agenda mondial, tout domaine, tout secteur, tout territoire, et d'une capacité très concrète, très locale à pouvoir le gérer, que ce soit à travers nos écosystèmes territoriaux, le pouvoir d'agir des personnes, ou encore, puisque c'est notre sujet de recherche, la capacité des organisations publiques et privées à pouvoir le faire. Mais pour comprendre cela, alors il faut regarder de façon très concrète ce que va nous amener le fait de travailler en alliance avec des acteurs très différents. Je vous invite à regarder l'étude d'impact que nous avons publiée après 5 ans de travaux en début d'année. Finalement, sur chacun de ces 3 leviers de l'activation de l'intérêt général, ça va avoir un impact différent qui lui-même va répondre à un défi qui va nous amener à un objectif de commun. Le premier, sur la vision donne confiance. Pourquoi? Parce qu'elle permet une cohésion des acteurs. Si je ne suis pas convaincu, pas seulement des valeurs, du chemin qui est devant nous, je ne vais pas me mobiliser. Et là, ça montre un élément, un objectif de commun qui est très fort,
qui est de trouver ou de retrouver un lien commun. Quel est notre lien commun? Le deuxième levier, celui de l'action collective transformatrice, l'impact de l'alliance, il est très différent, il est au niveau de l'innovation. Plus je suis différent, plus je vais pouvoir m'associer avec quelqu'un qui a une vision très loin de moi-même, plus on va éclairer nos propres périphéries et plus ça va être innovant. Et plus on va voir que finalement il y a des possibilités là où elles n'existaient pas. Là, la question du défi commun, c'est comment est-ce qu'on peut gérer une pertinence et une frugalité des actions aujourd'hui? Que l'on soit une collectivité territoriale, une institution, une association, une entreprise, un acteur académique, comment aujourd'hui peut-on sécuriser la pertinence et la frugalité de nos actions? Et ça, cette question de co-construire le bien commun est un élément déterminant sur comment on va inventer ensemble une solution qui va permettre de répondre là où moi seul, je ne suis pas capable de le faire. Et le troisième levier, tout aussi important, c'est celui, finalement, de comment, dans une gestion régulatrice, ces alliances sont signes de performance. Pas seulement de performance collective, aussi de performance individuelle. Parce que si nous pensons pouvoir mobiliser et assurer cohésion des acteurs en disant que l'intérêt général est sacrificiel, je crois qu'on peut se leurrer. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde, ça n'existera jamais. L'instinct humain étant aussi individuel, comment on peut articuler une gestion régulatrice qui fait en sorte que nous ne sommes pas dans une opposition entre commun et individu, parce que l'articulation du genou, il est très clair. Si l'articulation du genou, c'est le je doit donner au nous, là, on sait très bien dans quel sens ça va aller dans notre société actuelle. Donc, retrouver cette performance, cette cohérence des systèmes d'action, peut nous permettre de piloter l'intérêt général, et c'est là où la notion des communs, et vous avez repéré que dans les deux premiers axes, c'est bien au singulier, et là nous arrivons seulement au pluriel, dans comment finalement peut-on gérer les communs, qui deviennent là une source finalement de réinvention de notre performance collective et de notre capacité à piloter l'intérêt général. Alors ce qui est intéressant aussi dans nos travaux, c'est qu'il y a deux façons de l'appréhender. Soit, tel que je viens de le faire, par finalement en créant une vague. La vision, l'action, la gestion. Et ça, c'est génial pour ceux qui ont la vision d'une action de génie. Alors, pas de génie dans le talent, de génie dans la construction. Il est plus difficile de construire un pont qu'un mur. C'est pour ça que les hommes et les femmes qui construisent des ponts sont des acteurs de génie. Et donc, on se rend compte très vite que si on commence par la vision, nous n'allons avoir autour de la table que les convaincus. Et ça ne suffit pas. Donc, il faut partir dans l'autre côté, dans la gave. On peut appeler ça, quelques assureurs ou banquiers parmi nous, les garanties accidents de la vie, n'est-ce pas? Nous, on préfère la gestion des actions viables. Pourquoi? Parce que le sens dans lequel vous allez traiter l'articulation du lien commun, du bien commun et des communs va déterminer votre capacité à être force d'entraînement et auprès de qui. Si vous voulez entraîner les pionniers, il faut aller vers la vague. Si vous voulez entraîner chacun, il faut aller vers la gave. Alors comment ça se traduit très concrètement? Je n'aurai pas le temps, surtout que je ne vois pas l'indicateur de temps, contrairement à mes prédécesseurs. Donc je n'aurai pas le temps de développer les 12 exemples inspirants, mais j'aimerais, en partant de cette logique de gestion, parce que c'était aussi celle qu'on a partagée depuis le début de ce cycle, vous donner 12 exemples. Pour montrer aussi qu'en fait, il n'y a pas un bon ou un mauvais sens. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'attribuer ou de parler du commun. Il y a une articulation à réinventer. Et si on commence par la logique de la gestion régulatrice, de comment piloter l'intérêt général par les communs, la question, elle est très clairement posée de renouveler notre pilotage de l'intérêt général. Nous ne savons plus le faire. La logique qui a été la nôtre ne fonctionne plus. Et pour ceux qui s'inquiéteraient, ça n'est pas une nouveauté. Nous avons fait une recherche sur ces sujets-là depuis 15 siècles, grosso modo au moment où la France s'unit à partir de 496, et les cycles sont classiques. Le cycle du moment où la façon dont on pilote l'intérêt général ne fonctionne plus
il est régulier. Donc nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle de ce point de vue de la remise en cause des autorités, loin de là. Mais la question, c'est comment, finalement, cette question des communs peut devenir un puissant vecteur du changement. C'est ça la question. Et pour ça, il y a 2 éléments qui sont essentiels. D'abord, c'est à comprendre notre loi française. La loi française, contrairement à la loi anglo-saxonne et à la loi britannique et rhénane, pardon, elle est basée sur un postulat qui est la protection de la personne, qu'elle soit physique ou morale. Contrairement aux droits anglo-saxons qui, par définition, sont un droit de l'échange, et du droit rhénan qui est un droit du dialogue. Ce qui veut dire un élément très concret, c'est que par le droit français, l'alliance est un risque et pas une opportunité, contrairement à nos amis anglo-saxons ou rhénans. Donc quand on compare des choux et des carottes, il y a un moment donné, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a un point. C'est tout le sens de la proposition de loi sur l'expérimentation d'un droit d'alliance intergénérale que nous avons déposé en février 2021, pour pouvoir se dire, est-ce qu'on peut, tout en restant dans notre cadre, se donner un espace de liberté sur ce sujet-là? Et immédiatement, nous avons fait un autre élément qui est tout aussi essentiel, c'est nous avons, sous le pilotage de la Fondation des territoires, présidée par Jean-Paul Delevoye, nous avons travaillé avec les territoires, du local à l'international, puisqu'il y a un pays qui était le Maroc, qui avait accepté de travailler avec nous sur ce sujet-là. Quelle est la charte du Faire Alliance? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garantir un équilibre entre l'ensemble des acteurs qui seraient prêts à prendre le risque de faire ensemble 7 principes, 7 moyens d'action, 7 leviers. Je vous invite à regarder cette charte. Pour nous, c'est très important de ne pas opposer les deux. Comme le dit très justement Jean-Paul Delevoye, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Sauf qu'on a 2 choix dans cette logique-là. Soit on fait un cadre qui ne permet pas l'innovation, et là, c'est même pas la peine de parler de commun, parce qu'on est déjà mort. Soit on prend le risque de cette innovation, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que cette innovation ne devienne pas des obéissances civiles où chacun s'attribue le droit de l'intérêt général? Nous avons besoin, juridiquement parlant, d'avoir un cadre qui permet d'avoir un cadre qui fixe des barrières. Vous savez, quand vous sortez d'un port, vous avez une bouée rouge, une bouée verte, pour vous éviter de prendre le premier banc de sable en sortant. C'est de ça dont nous avons besoin. Et c'est cette articulation entre la loi et le contrat de confiance qui est pour nous essentielle. Ces 2 éléments-là constituent la gestion régulatrice. Mais le cœur du sujet, vous savez, on peut toujours parler, moi, on parle beaucoup d'impact aujourd'hui. Si on avait posé la question à Fleming, quel est son impact? La réponse, elle est simple, 0. Quand on fait de la R&D, quand on invente la pénicilline, l'impact quand on invente la pénicilline, il est 0. On a soigné 0 malade. Et encore heureux, je vais revenir là-dessus avec un exemple très concret. Donc peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse dans nos indicateurs et dans nos mindsets que s'il faut réinventer le monde de demain, il faut recommencer par la base. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on commence par inventer des solutions avant trop vite de vouloir se dire comment on va les industrialiser? C'est absolument stupide de dire comment on va produire la pénicilline si on ne l'a pas inventée. Hein. Et encore plus stupide de vouloir la réguler. On faisait intervenir à l'école de Paris, on a un partenariat avec eux la semaine dernière, un innovateur sociétal qui disait la grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis, ils ont les GAFAM, nous, on a inventé la CNIL. Voilà. C'est un peu provocateur, mais c'est pas complètement faux. Alors, concrètement, qui est à la source de cette innovation? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce sont les structures d'intérêt général, les acteurs économiques et bien sûr les acteurs publics. Chacun est à la source de cette innovation. Je n'aurai pas le temps de développer les 8 exemples d'alliances inspirantes que j'ai mis, mais je voudrais en citer au moins une chez chacun des acteurs. D'abord, savez-vous grâce à qui nous avons eu un vaccin en 10 mois? Pas du tout par rapport aux milliards qu'on a mis sur la table. Parce qu'on s'est réveillé en disant qu'il fallait mettre le milliard. On a eu un vaccin en 10 mois, sans doute grâce aux 3/4 d'entre vous autour de cette noble assemblée, parce que vous avez contribué un jour, en vendant des crêpes ou des ballons ou en achetant, à faire un pari de la confiance auquel personne ne croyait, qui était dans les biothérapies génétiques et cellulaires. 1,8 milliard levé
pour pouvoir faire une recherche auquel personne ne croyait. Même en 2000, quand la carte des gènes, pardon, lapsus révélateur, quand la carte des gènes est offerte à l'UNESCO, tout le monde s'en contrefout éperdument. Alors que c'est sans doute une des innovations pour la médecine de demain la plus grande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bankable à l'époque. Parce que c'est que pour les maladies rares. Et que qu'on se dit, franchement, les maladies rares, oui, bien sûr, il y en a beaucoup, mais pour les soigner, c'est compliqué, il n'y a pas de modèle économique, donc on va passer à autre chose. Sauf que s'il n'y avait pas ça, si cette alliance n'avait pas permis de le faire, alors nous n'aurions pas eu un vaccin en 10 mois. Et vous savez, le paradoxe de tout ça, ce qui me fait beaucoup rire, nous, on a la chance de suivre l'AFM Téléthon dans cette grande transformation des traitements depuis 2007. En 2020, vous voyez, novembre 2020, vous voyez à peu près ce qui se passe par rapport à la Covid. Le premier laboratoire pharmaceutique d'intérêt général produisant des biothérapies génétiques et cellulaires, qui est à Ivry, est en vente. L'Europe a été incapable de produire un traitement médicamenteux. Vous savez qui a racheté? C'est ni les Américains, on aurait pu croire, ni les Européens, on aurait voulu le croire, ce sont les Coréens. Alors, dans le cadre de l'ODD17, moi je suis très content. Si on regarde au niveau planétaire, nous allons avoir une capacité à produire, et notamment avec l'engagement qui est pris pour les plus fragiles d'entre nous, une capacité à produire des médicaments, notamment pour les maladies rares, puisque c'est le deal qui est fait entre l'AFM Téléthon et l'Institut qui a racheté Hyposkésie. Mais la question... Pardon. Comment peut-on parler du bien commun sans connaître l'ODD10? Vous connaissez bien évidemment les objectifs de développement durable et le 17e objectif de développement durable qui a été un petit peu rajouté à la dernière minute, Bettina Laville pourrait en parler bien mieux que moi, a 5 caractéristiques. Il pose la question du comment sur 5 choses. 5 choses qui ne sont pas très importantes en termes d'intérêt général et de bien commun. Simplement, comment on va sécuriser une souveraineté des États dans un monde de plus en plus mondialisé? Pas très important. Quelles vont être nos actions prioritaires de financement? Oui, bon, pas très important non plus en termes de bien commun. Troisième question, quels vont être nos choix technologiques? Oh ben non, ça non plus, c'est pas très bien commun ça. Quatrième question, comment on sécurise un transfert de savoir-faire, pas seulement du nord vers le sud, entre les différents pays, parce que c'est là où on s'aperçoit que face à la transformation actuelle, tous les pays ont des éléments qui peuvent contribuer à ça. Et dernière question, de quel commerce parlons-nous? Cet 17e objectif de développement durable n'était pas ajouté, n'était pas prévu. Il a été rajouté en dernière minute, notamment pour que les pays du Sud puissent signer pour dire le comment allons-nous faire. Bien, ce comment allons-nous faire est bien au cœur de cette question de la co-construction du bien commun. Et je parlais de la FM Téléthon, qui a été mobilisé l'ensemble des acteurs, les Français et Françaises avec le Téléthon, la capacité des chercheurs qui n'étaient pas orientés sur ces sujets-là à pouvoir le faire, la capacité des cliniciens pour, quand on est passé au stade clinique, de pouvoir se mobiliser, se former sur ce sujet-là, et l'industrie pharmaceutique, même si on n'a pas été complètement jusqu'au bout au niveau européen, mais on peut se réjouir au niveau mondial. Ça, c'est un exemple. Je pourrais citer aussi comment on garantit un équilibre économique. La question de l'économie, c'est l'équilibre de la maison. Comment est-ce qu'on garantit l'équilibre quand on est un auxiliaire des pouvoirs publics et qu'on a 120 métiers? Est-ce qu'on s'est posé la question à un moment donné de comment articuler ces 120 métiers et finalement c'est quoi l'équilibre qui est derrière? Eh bien, c'est une somme de co-construction du bien commun. Et parce qu'on a 120 métiers, quand on est la Croix-Rouge, on va pouvoir articuler des métiers qui ne sont généralement pas articulés ensemble. Alors, je vais aller très vite, parce que là, sinon je vais me faire taper sur les yeux. C'est encore mieux quand on va le faire avec d'autres acteurs de confiance avec lesquels on peut le construire. Et je donnerai un exemple pour suivre dans la série de la Covid, avec nos amis du groupe La Poste, et notamment par rapport à l'Alliance Dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Covid? Tout le monde était paralysé. Et là, les acteurs de confiance ont pu s'unir pour dire « nous sommes en capacité d'agir », là où le système, globalement, n'est pas en capacité d'agir. Et ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Eh bien, qu'ont fait les acteurs comme la Croix-Rouge ou
nos amis de La Poste, eh bien, ils se sont alliés pour pouvoir ensemble répondre là où aucun acteur ne pouvait faire. Et quand ça a été fait avec les acteurs publics locaux, notamment je pense au CCAS, eh bien, ça a permis en 24 heures de mettre en place une chaîne d'identification, de production et de distribution de repas à des gens qu'on avait jusqu'à maintenant essayé de maintenir, de faire sortir, qui étaient notamment les personnes âgées. S'il n'y a pas cette capacité à co-construire le bien commun, c'est-à-dire la Poste, la Croix-Rouge et le CCS, je pense à l'exemple d'Amiens, mais je pourrais en donner bien d'autres, s'il n'y a pas cette capacité de résilience et immédiatement en confiance de construire une solution qui n'est pas dans les processus habituels, alors nous avons un vrai problème à ce moment-là. Et si nous avons pu tenir, c'est parce que nous avons fait vraiment une capacité à mobiliser des acteurs de confiance au plus près des territoires. Et vous savez, les territoires, ça a cela d'intéressant et d'important que c'est l'intérêt général à portée de main. C'est là où on peut expérimenter. C'est là où nos Fleming du bien commun peuvent expérimenter des solutions à grande échelle, que ces solutions à grande échelle soient pour nos grandes métropoles, mais plus encore, et peut-être surtout aussi pour nos territoires plus petits. On peut penser à Montargis, on peut penser à Bressuire, on peut penser à Langres, si vous voulez des exemples. On en a plus de 1000 qui sont recensés dans la base Impact Alliance. Donc les acteurs économiques jouent un rôle essentiel. On a parlé de la Poste sur la dimension des territoires, on peut penser du Fonds d'innovation AG2R mondial, sur la question de comment est-ce qu'on prend le risque de déploiement. Le déploiement d'une innovation sociétale, ce n'est pas simplement un acteur qui fait tout seul le déploiement. C'est comment l'acteur public s'en saisit, comment d'autres acteurs s'en saisissent. Je prends un exemple très, très concret. Comment Unicité, la loi de 2010, la loi du service civique, Unicité l'avait expérimenté pendant 15 ans. Le président de la République et le ministre, le Haut Conseil, le Haut Commissaire à la solidarité de l'époque font une loi qui passe. Il y a 1600 jeunes en service civique et l'objectif, c'est en 3 ans d'en avoir 85 000. C'est bien évidemment pas Unicité tout seul qui va pouvoir le faire. C'est comment est-ce que de cette connaissance de 15 ans accumulée, d'expérimentation, pouvoir mobiliser la Croix-Rouge, la Ligue de l'enseignement, des groupes comme SOS et bien d'autres, à pouvoir se saisir de l'innovation qu'avait faite Unicité pour justement que ça soit une réalité. Et aujourd'hui, plus de 150 000 jeunes en service civique par an, avec la vigie que c'est bien quelque chose pour faire grandir les jeunes avant d'être, parce que c'est une main-d'œuvre pas très chère pour des projets d'intérêt général. Ce qui est un petit peu la dérive qu'on pourrait avoir parfois dès qu'on parle d'intérêt général ou bien commun. On pense que ça va nous permettre de faire de très grosses économies et que finalement c'est une bonne chose pour le faire. Dernier point, les acteurs publics eux-mêmes, les projets de territoire. Ce que nos territoires ruraux, et notamment je pense à l'association d'élus, l'ANPP Territoire de Projet, a expérimenté, testé depuis 20 ans et qui est devenu, suite à la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, qui a été à l'objet de ces contrats de relance et transition écologique, c'est-à-dire comment on va déterminer, les collectivités eux-mêmes vont déterminer quel est le bon espace de projet, quel est le projet global que l'on va porter, et comment on va contractualiser sur ce projet en mobilisant l'ensemble de notre écosystème. Et ça, c'est un élément déterminant. Et je parle bien d'un projet de territoire, un projet à 30 ans. Il ne s'agit pas d'un projet politique. Hein. On confond souvent projet de territoire et projet politique. Bien sûr, nous avons besoin de politiques qui portent leur projet politique. Mais c'est pourquoi 5 ans, 7 ans On ne sait pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on a un projet de territoire qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et on voit bien que ce faire alliance est un élément déterminant parce qu'il rééquilibre nos modèles d'action sur ces 3 leviers essentiels. Les richesses humaines, qui sont différentes et complémentaires chez chacun des acteurs. Les sources de financement, qui nous permet d'inventer de nouveaux modèles, parce qu'entre subventions et prestations, il y a peut-être d'autres modèles à inventer. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir autant d'intelligence sur les modèles socio-économiques qu'on en a sur d'autres sujets. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a que cette dualité-là. Et puis, bien sûr, dans les liens que chaque organisation, quelle qu'elle soit, a avec son écosystème.
Moi, je comprends assez mal qu'on ait, pendant 120 ans, parlé que de la dimension capital-travail, sans oublier le lien avec l'écosystème. Parce qu'on peut avoir la meilleure équilibre capital-travail et être au milieu du désert, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Dernier point, parce que je vois que mon amie Bettina va réintervenir parce que je dois être beaucoup trop long. Le troisième et dernière dimension de ce commun, qui est quel est notre lien commun. Il n'y aura pas de conduite du changement sans une pédagogie extrêmement active et renouvelée sur les articulations du genou. Le je et le nous. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les racines du commun, c'est 12e, 13e siècle, dans une double dimension, matérialiste et spirituelle, des enclosures en Angleterre et de saint Thomas d'Aquin. Et cette dimension apparaît pour donner une place au je. Parce qu'à l'époque, au XIIe, XIIIe siècle, il n'y a pas de je, il n'y a qu'un nous prédominant et écrasant qui fait en sorte qu'il n'y a aucune place au je. Peut-être que si aujourd'hui, nous avons cette crise qui nous ramène à la notion du commun, c'est parce que, justement, le rééquilibrage du nous par rapport au je est un élément déterminant. 2 exemples inspirants, et je m'arrêterai là. Comment on peut penser le monde avec un A? Eh bien, écoutons les jeunes. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Non pas, ne les instrumentalisons pas en essayant de les mettre dans des systèmes de gouvernance parce que ça nous ferait plaisir, ça fait du jeunisme. Faisons-leur confiance dans l'action. On a lancé un programme qui s'appelle Jeunes et Territoires 2050. On a une étude qu'on publiera lundi prochain qui montre combien les jeunes sont actifs sur le territoire. Qui les écoute? Qui les écoute? Qui écoute la façon dont ils pensent qu'il faut construire l'action de demain? Et puis l'autre point, comment est-ce qu'on repense, avec un E cette fois-ci, le monde de demain? Et oui, 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 je le dis haut et fort, c'est bien les do tanks, mais les think tanks, c'est bien aussi. Hein. Si on ne pense pas, si on pense que seule l'action est une capacité à transformer, nous avons un risque d'être dans de l'activisme permanent sans être capable de penser le monde de 2050. C'est aujourd'hui que se crée le monde de 2050 parce que c'est dans 28 ans. 28 ans, c'est 4 saisons de 7 ans. Or, nous savons tous, depuis que nous avons un peu compris comment l'homme fonctionne, l'homme avec un grand F, n'est-ce pas, ma chère Bettina, que nous avons un point commun avec les plus anciens d'entre nous, quand je dis d'entre nous, hein, c'est moins 3100, la grande alliance entre la Hausse et la Basse-Égypte, c'est que de ce moment-là à aujourd'hui, il y a une seule chose qui n'a pas changé. C'est que le temps d'appropriation entre le moment où on découvre quelque chose et au moment où on se l'approprie est de 7 ans. Et que vous pouvez avoir tous les outils que vous voulez, tous les outils puissants, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sociologiquement, ce qui n'a jamais changé dans l'histoire de l'humanité, c'est que dans notre temps d'appropriation d'un sujet, de quelque chose que nous ne connaissions pas, pour pouvoir y être finalement très proche, d'accord, c'est 7 ans. Eh bien, peut-être que la redécouverte du temps long, la capacité à comprendre que le temps n'est pas notre ennemi, mais notre allié, est peut-être ce qui nous permettra de donner un sens commun, pas seulement en termes de valeurs, parce que c'est très difficile d'avoir des valeurs en commun. Très, très difficile de co-construire en ayant des valeurs universelles. En revanche, on peut avoir une direction universelle. C'est ce que 193 pays ont signé en 2015. Et si on est véritablement démocrate, il n'y a rien eu depuis de plus démocratique que dans l'histoire de l'humanité, les 193 pays qui constituent notre planète, qui s'entendent ensemble pour avoir un projet systémique. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire que nous avons déjà perdu 2030? En tous les cas, celui ou celle qui prend le risque de dire que les EDD sont dépassés prend le risque de n'avoir aucun levier pour non seulement co-construire le bien commun, non seulement avoir une gestion des communs, mais plus encore pour pouvoir croire au bien commun. Merci Charles Benoît. Alors ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la petite pique qu'il me lance parce que je suis extrêmement interrogative
sur la trajectoire des ODD en ce moment et je trouve qu'elle s'essouffle terriblement. Mais alors, vous voyez, il m'a menacé à la fin en disant « Qui sommes-nous ?» Ce qui veut dire « Qui êtes-vous ?» pour dire que finalement, ça doit être interrogé. Mais je voulais vous donner le signe que j'avais compris. Voilà, c'est ça. Bon, bah, merci à tous. Je pense qu'il y a... Alors, vous voyez qu'à cette session, avant de vous donner la parole, parce que je pense que vous avez, malgré l'heure, quelques questions, vous voyez qu'en fait, on a parcouru un chemin qui me frappe beaucoup, qui va, je dirais, de la construction de l'auto-institution, dont vous avez parlé, à l'institution quand même, puisque vous nous présentez des projets qui sont au cœur de l'institution. D'une part, et que d'autre part, les réponses. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que la réponse à la question que mettre en commun, enfin, je veux dire, c'est une question, comment dirais-je, à laquelle vous avez tous répondu de manière extraordinairement diverse, mais en même temps, pardonnez-moi, je vais être extraordinairement imprécise, mais imprécise au sens intellectuel du terme, tout simplement parce que l'acception du bien commun est tellement large que, sauf à donner effectivement des exemples dans l'histoire qui ont été répertoriés, qui ont été analysés, c'est très difficile en fait de savoir aujourd'hui la manière dont on fabrique du bien commun, étant donné qu'en plus, c'est quand même éclairé par une vision du monde qui à cette table, était manifestement, c'était son intérêt, différente. Est-ce que vous avez, encore une fois, oui, vous avez des questions? Alors, allez-y, monsieur. Alors, je voudrais apporter deux petites contributions. La première sur ce qu'a dit monsieur le professeur sur les travaux sur les sectionaux Pierre Couturier. Donc, il faut regarder ce qu'a fait Sarah Van Nuxem. Et donc, vous savez en plus qu'elle est actuellement en résidence à Rome, puisqu'elle est donc à la Villa Médicis. Et ce qui est même un point important, c'est de savoir que depuis 2013 en France, nous avons non pas nationalisé, mais municipalisé les sectionaux. Il y a eu ce que la Révolution avait refusé de faire. C'est-à-dire que la Révolution avait sauvegardé le droit des hameaux, ce que vous appelez les hameaux des sectionaux, donc des communautés d'habitants qui n'étaient pas les communes. Une loi de 2013, portée par un député d'ailleurs de la Lozère, où il y a de nombreux sectionaux, a mis dans la propriété privée, et pas publique d'ailleurs, ce qui renvoie à quelques difficultés des communes, les sectionaux. Donc il y a une forme de, entre guillemets, de nationalisation, je vais le dire comme ça, de municipalisation des sectionaux qui renvoie à quelque chose et donc qui interroge. Et là-dessus, Sarah Van Nuxem a fait une très belle contribution comparant la situation au Maroc et au Massif central. Donc, je recommande ceci pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Sur ce que vous avez dit, Monsieur Dardot, que faut-il mettre en commun? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce que dit la troisième règle de saint Pacôme. Alors, qui est saint Pacôme? Saint Pacôme est celui qui a créé le premier les communautés monachistes, donc les fameux cénobites pour faire savant, et ce qui était donc les communautés de moines qui n'étaient pas des anachorètes. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est les possessions seront mises en commun. Voilà ce que dit la règle de saint Pacôme. Alors, c'est le mot « les possessions », alors c'est la traduction en français en tout cas, et c'est même très intéressant parce que je pense que ça renvoie à des débats fort importants sur les communs. Parce que ce que vous dites, c'est la rupture que produit saint Pacôme, c'est on quitte son environnement, on quitte sa famille, on quitte son village, on part s'installer dans une communauté et on dit les possessions seront mises en commun. Donc il y a deux interprétations. C'est les possessions qui seront, ce qui sera produit par la communauté des moines, voilà, ou ce que les moines apporteront, éventuellement dans leur propre patrimoine. Mais voilà ce que répond saint Pacôme. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait ce débat sur le que. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le maître.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ce verbe mettre? Est-ce que c'est, parce que, et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'économie de la contribution. Est-ce que j'ai quelque chose en échange, en retour? Pour Saint-Pacôme, j'avais certainement mon salut éternel. Enfin, je mettais les possessions en commun. Ce que j'avais, c'était un avantage moral. Enfin, je gagnais mon paradis ou je ne sais quoi. La question est que je pense qu'on ne travaille pas assez autour des communs sur la question de nourrir le commun. On parle beaucoup des usages des communs. Tout le monde veut s'en servir. Alors Harding nous a fait la version dramatique. Peu de gens travaillent sur comment le nourrit. Le commun s'enrichit, se bonifie, s'améliore. Et c'est là où je pense le verbe mettre est plein de facettes. Et donc, je m'attendais à des éléments. Enfin, on pourra continuer sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais apporter comme petite contribution. Que mettre en commun? Je répondrai comme ça, Paco, au moins les possessions. Mais après, on verra la suite. Oui, je voulais poser une question, s'il n'y avait pas une incompatibilité entre ce que Pierre Dardot a dit comme idée, qui je trouve intéressante, faire le lien entre le commun et les droits fondamentaux, et ce qu'a pu dire Francis Jutan en disant on met de la valeur au commun. Alors moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en Australie, où on a privatisé les rivières, les lacs, les sources d'eau, qui sont comptées en bourse, et que le paysan ne peut pas toucher à l'eau qui passe la rivière qui passe dans sa propriété. Et je pense qu'il y a risque, si on donne de la valeur au commun. L'air, on ne va pas lui donner de la valeur. Si on développe le commun comme droit fondamental, je pense que c'est autre chose que la valeur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je crois qu'il est tard, donc on va peut-être arrêter nos travaux. Je vous rappelle simplement qu'il nous reste 2 séances dans ce cycle bien commun. Une qui, de mémoire, est le 19 juin, où nous parlerons justement des communs de la connaissance, et une qui sera une séance conclusive à laquelle nous aurons le plaisir d'avoir plusieurs intervenants, dont Dominique Schnapper, qui est ici présente et qui présidait jusqu'à l'année dernière cet institut. Et voilà, donc on aura 2 séances dont évidemment on vous publiera tous les noms définitifs. Et puis, encore une fois, je vous rappelle qu'à partir des contributions et avec l'autorisation de tous nos intervenants, nous publierons avant la fin de l'année un petit livre qui fera le point sur toutes ces intéressantes contributions. Merci beaucoup.